Donc, bonsoir à toutes et à tous. Oui, on dit bonsoir. Je suis ravie, nous sommes ravis avec Fatel de recevoir ce jour Maître Jean-Pierre Versini. Je vous demande d'applaudir avant de vous faire la présentation. Maître Versini qui vient de Paris et qui fait l'extrême honneur de se déplacer jusqu'à notre territoire du Val-d'Isère-Val de Seine. Et qui a édité un ouvrage qui est paru l'an dernier, qui s'appelle Papier d'identité avec un S, un magnifique ouvrage dont il va nous partager aussi ses meilleures pages. Comme il le décrit d'ailleurs dans le titre de son livre, dont j'adore l'orthographe, puisque papier d'identité, j'aurais pensé papier avec un S, mais en fait non, papier d'identité avec un S, et à la fois le fruit du métissage, et également le symbole d'une belle réussite, un beau parcours qu'il va nous partager. Fatel, tu veux rajouter quelque chose à cette introduction? Tu veux commencer la première question? Parce que là, on va parler librement. Petit comité, un petit divan entre nous. Je te laisse rebondir. Non, deux petits mots, Fatel, merci. Un petit peu. Je parle à Fatel, voilà, c'est assez rare pour être souligné, il n'y a pas de Et je déjà dire que c'est un plaisir de recevoir à Draveil, dire que je suis également avocate, et c'est vrai que Pierre Versini, c'est un grand personnage pour le barreau, pour la profession. De recevoir à Draveil, c'est un honneur, je vous remercie vraiment d'être là, et merci à Fatel d'avoir organisé cet événement. Je dis toujours, elle est pleine de qualité. Voilà, une de plus, elle connaît. Merci. Je te laisse poser la question, Fatel. La première question que je voudrais poser, c'est pourquoi ce titre, papier d'identité avec un S en Bonne question. C'est un titre qui n'est pas de moi, je retrouver immédiatement que c'était bon. Moi, j'ai rajouté un S. J'ai rajouté un S parce que c'est tout de même le fond historique du livre. C'est un petit livre qui raconte effectivement une histoire un peu compliquée, une histoire de famille, des curiosités de l'histoire du sujet. Et puis, disons que j'ai compris, je suis né avant-guerre, à la première. Donc, on devient très très peu nombreux à atteindre cette là. Et effectivement, le monde a changé. Et le monde a changé, et je me suis rendu compte que les problèmes d'identité avaient été dans notre pays, et qu'on n'était pas inutile de témoigner de nos histoires familiales, à moi, qui n'avait jamais parlé de ça, jusqu'à en bref, je porte un nom Versini convaincu de l'époque, donc père et Corse de l'Oriental, de Sapiens et Corse, du même canton. Ce sont des gens qui ont jamais bougé et qui se sont mariés entre eux. Et il a épousé ma mère, boulevard Saint-Michel à Paris, et ma mère était de la couleur d'un certain nombre de personnes qui sont autour de vous. Elle était antillaise, mais très française. C'est pas antillaise, elle. Sa mère était beaucoup plus dure qu'elle. Sa mère avait une influence non française, paternelle, qui était un antillaise noir. Et donc, j'ai vécu avec essentiellement avec ma famille antillaise, pour la raison d'importance. Et j'ai vécu avec ma famille antillaise dans un endroit où je suis né, qui
qui est à 100 km de Paris, c'est-à-dire que une ville qui s'appelle Soissons, et qui est le cœur de la blanchitude française. C'est difficilement un endroit plus paysan et plus ethniquement uni, et j'ai vécu 15 ans là où je suis né, où j'ai conservé une maison, où je suis enterré. Donc, quand je parle quand je me suis fait réflexion de l'identité, je me suis rendu compte que j'en avais 4. La première, c'est effectivement l'État, et j'ai vécu 15 ans. Donc, je suis un paysan de l'aide. Et puis, je suis un Corse parce que la Corse, contrairement à l'opinion dont on a peur certainement, lorsque vous avez une goutte de son Corse, vous êtes adopté par la Corsicité. C'est-à-dire que c'est l'inverse du système anglo-saxon. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cette formule de one drop rule, c'est-à-dire une goutte suffit. C'est cette conception américaine et anglaise, anglo-saxonne qui a consisté, c'est le cœur de la bataille de la Constitution, qui a consisté à considérer, qui a consisté à considérer que lorsque vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir. Et curieusement, quand vous avez, même si vous êtes congolais, si vous avez une goutte de sang corse, curieusement, les Corses considèrent que vous êtes corse. Ça va être curieux, parce que l'opinion qu'on en a est pas du tout celle-ci. Très xénophobe, ils n'aiment pas les Français, ils n'aiment pas que les gens soient différents. Mais en revanche, ils adoptent. Ils adoptent en sorte que si une femme ou un homme arrive avec un enfant qui est chinois, ou yakout, ou écosse, si vous avez l'impression de voir personne, vous devez être formidable, il ne voit pas. C'est une spécificité assez curieuse. Donc, deuxième identité, c'est l'identité corse qui est très forte, en substance. Troisième identité, c'est évidemment très peu de sur elle-même, des mécanismes dans la maison du nord de la France, dans l'histoire. Et donc ça, c'est une identité importante, puisque bien qu'ayant vécu dans le département de l'Aisne, et je suis né, j'ai vécu avec des Antillais. Pourquoi ? Parce qu'un médecin qui s'appelait Pierre Agricole, qui est un nom assez étrange, pour une région exclusive de est arrivé en 90 par Colombienne, il était docteur en médecine, il avait été diplômé de l'université de médecine de Toulouse, et il ressemblait à Louis Armstrong. À une époque où il n'y avait pas de fille, donc on ne savait pas si c'était un noir. Il est arrivé en 90 et à la suite de vicissitudes de l'histoire, ma propre famille est entrée dans la sienne, et ce docteur aujourd'hui, il a été docteur de ce village pendant 60 ans. La rue où se trouve ma maison s'appelle la rue Docteur Agricole, et plus ce personnage qui a la tête de Saint-Front trône par la scène des mariages. Donc, j'ai toujours eu cette vie dans un monde monde vraiment tragique, depuis 65 ans. Alors, effectivement,
mais ça m'a paru important dans la mesure où les choses ont évolué. Et donc, il m'est apparu utile de raconter une histoire qui est toujours vivante, puisque je suis encore vivant, vous voyez, dans et qui est une histoire qui n'est pas extravagante, qui n'est pas extraordinaire, parce que notamment dans la famille antillaise, beaucoup d'étudiants qui venaient faire des études dans les années 1900 ont eu la même histoire. C'est-à-dire que c'est une époque où, effectivement, c'était des garçons qui venaient. Ils venaient et ils ont eu à peu près la même histoire, c'est-à-dire qu'ils ont sans problème marié donc on est pas sur le continent, et tout ça a fonctionné c'est-à-dire c'était des gens qui savaient, qui savaient qu'ils étaient complètement différents des autres, mais au-delà de ça, elle était complètement intégrée. Et donc, mon livre a eu pour objet, entre autres, d'expliquer que, dans le fond, contrairement à ce que les jeunes, tous ceux qui sont jeunes que moi, pouvaient imaginer, la France a une spécificité, qui rend les choses compliquées, et qui est qu'elle est fondamentalement civilisationniste. En ce sens que, contrairement la France, elle a été construite une accumulation de petits peuples qui n'ont rien à voir par la France continentale. Les gens ici, les gens ethniquement français, non entre eux que très peu. Non entre eux que très peu de points communs. Entre un flamand et un pyrénéen, un corse et un breton, il y a une différence considérable. Et ils ont été fondus de force par le pouvoir central, royal, républicain. Ils ont été fondus pour fabriquer une nation. Et c'est, de mon point de vue, une nation unique au monde. Il n'existe pas au monde de nation qui a été construite par une espèce de volonté de l'État. L'État, le pouvoir, la République et la République. Cette volonté d'unir tous ceux qui sont dans ce périmètre et qui se considèrent comme tels. Et donc, ça a été des situations qui sont difficiles. Et alors, est-ce que tout ça va résister à un mouvement différent, qui est l'installation dans ce pays-ci de populations qui considèrent qu'ils appartiennent à une communauté différente des autres? C'est une question. Je pense que c'est programmé la disparition en France. Et donc, mon souhait, c'était de souligner
cette chose qui est que la France n'est pas communautariste, mais assez. Voilà, donc voilà pourquoi. Et pourquoi je considère que ce n'est pas inutile de raconter que l'on peut avoir des identités diverses et de pouvoir se considérer comme Gaulois. C'est ridicule que c'est Comme un Gaulois. alors que pas une goutte de ce Gaulois, les Corses, pas une goutte de sang sec, et les Antillais, s'il y a quelques gouttes, peut-être une goutte du côté des Antillais, parce que les Antillais ne sont pas ceux qui ne sont pas plutôt africains, ils sont un peu blancs, donc ça viendrait que de là. Et pour autant, moi personnellement, je me considère comme étant vraiment parce qu'appartenant à une société qui est hétérosexuelle, qui est unique. Il n'y a pas d'autre pays que le nôtre pour inclure, pour assimiler, et comment ça vient difficile. Bon, il n'est pas sensible. Quand j'étais petit, nous étions 39 millions. Nous sommes 66 millions aujourd'hui. On vit, certainement. Par conséquent, il y a des tensions. Et moi, je pense que les tensions doivent pouvoir à terme sans difficulté. Je ne sais pas du tout si c'était ce que je voulais dire. Cette explication très claire de d'où, pourquoi, du comment. Ce qui peut nous intéresser, ce qui doit nous intéresser au final, qu'est-ce qui a fait que le petit Corse de sang mêlé est devenu le brillant avocat d'aujourd'hui? Et modeste, il va dire oui, mais Fatel, je vous le dis tout de suite. Personne ne connaît. Ça, bon, c'est pas du tout. C'est pas exceptionnel. J'ai plus de mal à considérer Que cette époque, j'ai beaucoup de mal à identifier que j'ai été gêné. Je vais vous raconter l'histoire qui est assez spécifique. C'est que j'ai pour grand-père maternel un monsieur qui, je ne sais pas s'il y a des activités sur ça, des Martiniquais, donc, les Martiniquais sont peut-être allés au lycée de Fort-de-France, et peut-être sont-elles allées au lycée de Cheshire. Bon. Eh bien, vous êtes au lycée de Cheshire, sur le boulevard Robert Attinon. Ça vous dit rien du tout. C'était mon grand-père. Alors, il a donné ce nom au boulevard Cheshire, parce qu'à la fin de sa vie, il s'est occupé d'une organisation qui avait pour objet d'aider les jeunes Antillais à venir sur le continent, sur la métropole, dans les années 50-60, facilitant les choses. Donc, il était président d'une association qui s'appelle le Casodome, l'association de 60. Et ce monsieur, qui avait un physique beaucoup européen, moyen, était tout à fait surprenant, très facile, beaucoup plus que sa femme, beaucoup plus piège,
il était très foncé, il avait les cheveux blancs, il avait la barbe blanche, une barbe carrée, et il avait les sourcils noirs, il avait un physique qui sortait. Et il a été magistrat en Afrique. Il a fait toute sa carrière comme magistrat en Afrique. Et je pense à la réflexion, et je le dis comme je pense, que la couleur de son épiderme lui a servi. Pourquoi? Parce que c'est un magistrat qui a été nommé par ce qu'on appelle le Front populaire, qui était la politique de gauche avant la guerre. Il a été maintenu, il était procureur général avant d'être à Dakar, procureur général à Saint-Louis. Il a été nommé président de la Cour d'appel de Dakar par le gouvernement Reynaud, c'est-à-dire le gouvernement de droite juste avant la guerre. Il a été nommé procureur général de Dakar, c'est-à-dire le premier magistrat de toute l'Afrique française, par Pétain. Et lorsque De Gaulle est arrivé, en 1945, il a été nommé membre de la Cour de cassation de Paris, qui est la plus grande instance judiciaire. Et à la réflexion, qu'il ait eu les qualités intellectuelles, c'est probable. Mais à la réflexion, la couleur de son écriture lui a servi. Pourquoi? Parce que chaque fois, il a servi quelque part de caution. Donc, il a traversé la exceptionnelle, bien avant d'aller mettre son nom sur le boulevard de cher, c'est une autre histoire. Et donc, j'ai beaucoup de mal à appréhender, au moins au niveau de l'expérience en rien. J'ai beaucoup de mal à appréhender qu'il a subi un handicap. Il n'a jamais. Et il n'est pas tout seul de son temps. Alors, ça s'explique comment? Ça s'explique pas. C'était sans doute un autre temps, peut-être. Mais c'était un autre temps, mais je ne suis pas sûr. Je pense que pour lui, et pour les gens qui nous entouraient, il ne se refermait absolument pas sur sa communauté. Donc, il a traversé une vie sans jamais oublier les gens. Il est resté en France. Il est allé fonder une association exclusivement pour s'occuper des marginalités en question. Donc il n'a rien du tout. Toute sa vie oubliée, et donc il savait qu'il était oublié, mais je ne peux pas dire qu'il a souffert. Comme je viens de le dire, je pense que le contraire de l'intérêt politiquement. Alors, du coup, c'est grâce Non, en père non, c'est plus simple. Vous avez été aussi avocat avec moi, et puis je ne savais rien faire. Droit, c'est un truc. D'ailleurs, moi, je fais partie de la petite bourgeoisie classique qui n'a pas d'argent. À l'époque, on mariait très vite, si on avait des valeurs de bonheur, pour faire un enfant, je me suis marié à 20 ans.
pas dit qu'il fallait faire gaffe. Deuxième fois. Et donc, je suis parti, j'ai vécu en cité universitaire. À Antony, il y avait un bâtiment pour les couples. Je ne sais pas si c'est tous les jours. Il y avait un bâtiment pour les couples. J'ai fait des études. Alors, la vie était plus facile. Sans doute parce que j'ai fait des classes preuves. J'ai dessiné en 39. Peut-être pas les calculs, vous n'arrivez pas à vous. Mais donc, ces classes étaient preuves de toute la nation. En 1945. Et donc, le hasard de la vie, et puis pour le reste, c'est beaucoup facteur de chance. Mais je ne considère pas Je me traiter d'ambulatrice. Je voudrais savoir justement, j'ai deux questions là, qui viennent à l'esprit, rebondir sur ce que vous dites. La première, c'est si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes, là, par exemple, vous voyez, ils sont en bac pro, au lycée. Vous aviez un conseil à donner à cette jeunesse, texte actuel, pour leur permettre, entre guillemets, de réussir avec leur propre définition, la réussite bien évidemment, quel serait votre conseil? Et la deuxième question, dans le cadre des dossiers que vous avez eu à gérer depuis quelques années, depuis 50-60 ans, ok. Quel est celui qui vous a le plus étonnamment marqué, tant humainement que professionnellement? Le conseil, c'est compliqué. Le conseil numéro un, c'est on bosse ou on ne bosse pas, mais c'est le premier critère. Comment on rechigne à bosser. Le deuxième, c'est effectivement sortir de ne pas se croire obligé de rester dans son diplôme. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Probablement plus difficile. Mais c'est effectivement travailler et puis continuer les choses compliquées. Elles l'ont toujours été. Si vous voulez, quand j'étais jeune, les choses n'étaient pas forcément faciles. Le premier salaire que j'ai touché, c'était 700 francs. 700 francs, ça représente 100 euros. Mais bon, il y a 60 ans. Donc, certes, mais c'était pas facile, la vie elle n'était pas plus facile à l'époque. On était mal chauffés, on vivait à 5 dans les familles normales, on vivait à 5 avec un cabinet de toilette et une douche aussi avec une douche. Le confort n'existait pas jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 60, après les années 60, l'habitat s'est amélioré. Donc, dire ah oui, c'est plus facile, c'est plus facile. Je pense que le conseil, c'est probablement d'abord de travailler, le deuxième, c'est de faire l'effort de sortir et regarder nous, sortir de l'endroit où on vit et de
dossier le plus compliqué, c'est le dossier financier qui présente aucun intérêt. C'est très difficile, parce que ça vous raconte. L'affaire, pardon. Ah ben le dossier, ça me rappelle assez jeune, le dossier est un dossier absolument extraordinaire, une compagnie pétrolière a été complètement pillée pendant 10 ans, c'est pas loin. Et donc un client, et donc c'est un dossier assez exemplaire, parce que c'est probablement une des seuls gros dossiers financiers qui a abouti à condamner un certain nombre de gens qui étaient des trafics. D'ailleurs, la société F a disparu, elle est devenue totale trafic. Donc, disons que le dossier le plus étonnant, c'est un dossier criminel, c'est un fait divers. Il ne vous dira rien, mais je pense qu'il va sortir un film bientôt à la télévision, c'est l'affaire Maurice Aguilera. Il y a un peu. Alors, c'était un avocat, c'est une affaire qui a été accusé en 1977 d'avoir assassiné sa maîtresse qui avait 27 ans. Et il a été définitivement condamné, reconnu coupable et condamné en 2017. C'est-à-dire que 87, 97, 17, il a fallu 40 ans et 3 procès, 4 procès. Au final, on le considère comme coupable. On n'a jamais retrouvé la jeune femme de 27 ans qu'on dit qu'il a assassiné. C'est une affaire extraordinaire. On n'a jamais su quand elle avait disparu, à quel moment. On n'a jamais su où elle avait disparu. On n'a jamais trouvé l'arme du crime. On n'a jamais trouvé le lieu du crime. Et on n'a jamais trouvé son corps. C'est une jeune femme qui pourrait aujourd'hui apparaître comme ça, et là. C'est pas bon, et donc c'est assez étonnant, c'est que pour moi je suis persuadé de l'innocence du monsieur qui est mort dernier, avoir souffert un certain temps d'accusation. Moi je pense qu'il est innocent. Alors je vous parle de cette histoire parce qu'elle va passer à la télé probablement. Il faudra regarder. D'abord, vous aurez le bonheur de pouvoir le prendre, de défendre. C'est probablement la plus grande erreur judiciaire du siècle dernier. Il mérite qu'on le regarde. Voilà. Vous savez qui va interpréter votre rôle? Non. Et puis, j'ai changé d'avis, parce que l'assassin, je vous dis ça, ça a une tête d'assassin. L'assassin, ça n'a pas une tête à vous. Quand je parle d'un assassin, c'est-à-dire non pas d'un type qui prend un coup de sang, et puis sa femme parce qu'il est cocu et qui rentre. Monsieur, ça serait n'importe qui. Et inversement. Ça c'est pas un assassin. Mais un assassin qui froidement assassine, tue, froidement, après y avoir décidant d'assassiner quelqu'un, ressemble à quelqu'un d'autre. Beaucoup. Les assassins, comportement, regard, c'est des êtres humains qui sont derrière nous. C'est pas nous. Voilà. Sachez-le bien, je vais vous parler d'un type qui est peut-être pas ouvert. C'est pas forcément. Il faut changer de programme. Vous verrez. C'est bien froid. J'avais une question à vous poser. Très souvent, les jeunes me posent une question intéressante. Quel
quelle est, d'après vous, la définition du mot courage? Oui, j'ai un avis sur cette question. Effectivement, un avis assez précis sur le courage. Le courage, c'est pas la bravoure. Donc, la bravoure, c'est la possibilité d'affronter physiquement les gens. C'est l'idée, on est capable de faire un acte de bravoure. Ça n'a rien à voir avec le courage. Le courage, c'est strictement intellectuel et c'est toujours vaincre sa peur. Il est courageux que celui qui manque de courage et qui a peur, et qui arrive à presque au-dessus. C'est celui-là. C'est ça la marque du courage. Le courage, c'est pas celui qui n'a pas peur. Celui qui n'a pas peur, il n'a pas peur. Sauf que simplement, quand il a fait citer, contre un obstacle, contre un ennemi, contre une agression, il ne va pas avoir peur. Bon, par exemple, on peut. Donc le courage, c'est celui qui domine. C'est ça. Il faut d'abord avoir peur pour pouvoir dire, bon, je suis courageux, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Je ne sais pas si vous avez fait le compte, mais il y a 20 ans précisément, en un mois, en 17 décembre 2022, 2022, si on retire 20 ans, ce sera 17 décembre 2002. Oui, on a un chez nous, et que vous connaissez tous, parce que c'est Buffalo. Vous voyez les Buffalo? J'ai rencontré Fontaine à l'occasion de ce dossier, on travaillait au bureau Buffalo, et c'est une sinistre affaire judiciaire bien triste, parce que les gens de Buffalo étaient complètement innocents et opposants. La justice a dit qu'ils étaient tous innocents, même ceux qu'on avait foutus. Quelques mots. Chef de boucher, donc, Buffalo Green, quand vous passez le temps, vous savez que ça a été une grosse erreur judiciaire. La justice est donnée des expériences. Maître, je pense que... Est-ce que tu as une question? Elles ont été dites, je voudrais vous remercier, notamment sur votre définition du courage. On a fait beaucoup réfléchir. Parce que moi, je suis peu heureux, mais donc je suis parfaitement conscient que quand j'y vais quand même, c'est purement mental. C'est parce que ça va trop loin, il faut que j'y aille. La trouille. Et si vous n'avez pas la trouille, vous n'êtes pas courageux. Vous avez déjà eu peur, ou est-ce que vous avez toujours peur avant les commandes? Plus maintenant, parce que pour une raison simple, c'est que le magistrat va attendre maintenant. C'est eux qui peuvent. Non, je leur dis que vous. Et c'est le poids de l'âge. Donc, on a une autorité à partir d'un moment, le magistrat, il a beau être son magistrat, si le magistrat a 50 ans, 50 ou 60, c'est leur retour. Il y a peut-être un peu. Il a l'âge de la fille aînée. C'est un beau message, notamment pour les personnes qui se draguent, qui sont régulièrement, c'est ça, de Liège, je crois. Je pense que, si je peux me permettre, je prends juste avec Fatel, on est du territoire, et justement, le courage, souvent, quand on est jeune, on ne place pas au bon endroit. Être courageux, ça peut être vu comme défier ses professeurs, ça c'est pas l'âge. Ça peut être vu comme faire des bêtises, ça. Je pense que vous avez une belle définition du courage. Le courage, finalement, c'est d'aller contre ce qu'on avait préétabli pour nous, c'est d'aller contre les idées qu'on veut, et c'est d'aller contre sa peur. Donc je pense que le message, en tout cas, moi, c'est important à faire, c'est ça. Le courage, retenez bien, c'est aller, quand on n'a pas envie, non, on a alors il y a ça, et puis
deuxième message, et là je me barre après, c'est que dans la vie, on a toujours le choix entre ce que j'appelle l'opportunité ou le principe. C'est-à-dire qu'on fait un truc par opportunité, c'est bon pour moi, c'est peut-être mauvais pour moi de faire quelque chose, je ne vais pas le faire parce que je prends un risque, etc. Moi, je toujours raisonner en principe. Donc, si je pense qu'il faut faire ça, je dis non. Et pas en opportunité. Parce que je suis clair. S'il faut raisonner en principe, ben, vous faites des choses, n'importe quoi. Bon, je fais la chose ou je ne fais pas la chose pour des raisons de principe. Voilà. Vous a énormément apporté. Les jeunes, n'oubliez pas, ne l'oubliez pas, parce qu'il vous a énormément donné aujourd'hui. Et suivez votre chemin, vos rêves et n'ayez pas peur.